Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en direct dans mon bureau avec notre ami Jacques Desremeaux qui s'occupe de la technique et pour le dernier épisode de notre grande saga sur les peintres jésuites à la cour de Chine. Nous arrivons à la fin du parcours. Nous sommes vers 1760. Les peintres que nous avons suivis jusque-là, c'est-à-dire Jean-Denis Attiret et Castiglione, Giuseppe Castiglione, sont maintenant au soir de leur vie. Ils ont dans les 70 ans, mais pas de retraite pour eux. On pourrait d'ailleurs dire, au lieu d'Attiret et de Castiglione, Wang Zichen pour Attiret et Lang Chening pour Castiglione, parce que maintenant ils sont complètement sinisés. Donc pas de retraite parce que l'empereur de Chine continue à avoir à leur égard des exigences importantes. Et la dernière idée en date, c'est de se faire construire un palais à l'occidental. Donc Louis XIV avait envoyé de nombreuses gravures en Chine, notamment des gravures représentant Versailles et surtout les jets d'eau. Ça avait beaucoup intéressé Qianlong, qui s'est dit que ce serait bien d'avoir un petit Versailles dans l'enceinte du palais d'été. C'était, dans la culture chinoise, de reproduire en microcosme, en quelque sorte, le macrocosme, c'est-à-dire les bâtiments qui étaient très éloignés, pour que l'empereur puisse y songer en disposer, on les refabriqué en plus petit dans l'enceinte du palais d'été, et c'est ce que Qianlong a voulu faire pour Versailles. Et donc, il s'est adressé à ses fidèles peintres jésuites pour lui concevoir un Versailles sur mesure. Donc, ce Versailles, voilà, ici, sa reconstitution en 3D faite par des Chinois, c'est pas excellent comme image, mais ça donne quand même une idée, puisqu'il a été détruit, donc pour avoir l'image du bâtiment, on est obligé d'avoir recours à une reconstruction 3D. C'est le Haiyantang, palais européen, donc de Qianlong. C'est Castiglione qui l'a dessiné, et ensuite les peintres jésuites vont le décorer. Voilà une autre vue du ciel, hein, et vous avez les jets d'eau qui sont devant et qui vont jouer un rôle important dans la vie de ce bâtiment. Alors, il a été construit avec des techniques mixtes, ce qui nous intéresse ici, puisque nous sommes dans le dialogue Orient-Occident. Le bâtiment est fait à la chinoise avec des briques et des tuiles vernissées, et dont il ne reste rien, hein. Donc vous avez une image qui était en bleu, l'autre en vert, mais on ne sait pas très bien de quelle couleur elles étaient. On a des façades donc qui sont plaquées en marbre, qui sont sculptées, très richement sculptées, et qui sont élaborées par Castiglione, donc qui ont été dessinées par Castiglione. Elles sont inspirés, ces bâtiments sont inspirés de monuments de style italien, hein. Giuseppe Castiglione était milanais, donc c'est assez normal. À titre de référence, vous voyez la fontaine de Trévi à Rome, le palais Farnèse à Caprarola, et puis j'ai mis aussi ce monument, le palais Longchamp à Marseille, qui est bien postérieur, mais qui est conçu dans la même perspective, avec 2 escaliers latéraux et un grand bassin assurant l'accueil du public avec des eaux jaillissantes. Alors, vous avez à gauche le plus ancien dessin que nous ayons de ce palais, et vous avez à droite une photo qui est assez extraordinaire parce que c'est une photo très ancienne, 1860, elle a été prise juste avant la destruction par les Anglais qui avaient amené un photographe avec eux. C'était parmi les premiers photographes, hein.
et il a pris des photos avant la destruction et l'incendie du palais d'été. Donc ça, c'est un témoignage bien sûr irremplaçable, notamment sur la fontaine. Alors cette fontaine, elle a été conçue par un des pères jésuites qui travaillait avec Castiglione et Attiré, le père Michel Benoît, qui va jouer aussi un rôle artistique très important, alors que en fait sa formation, c'était une formation de physicien hydraulicien. Et il a conçu cette fontaine. Tianlong voulait absolument des jets d'eau. Alors c'est une horloge. En fait, cette fontaine est une horloge astronomique. Vous avez des personnages avec des têtes d'animaux, mais qui ont un corps humain, en fait. Ces têtes d'animaux ces corps sont en bronze. Les corps ont disparu, il nous reste les têtes d'animaux qui sont dispersées dans le monde entier. Les têtes ont été dessinées par Castiglione et le système d'horloge a été conçu par Michel Benoît. Chaque animal crachait un jet d'eau à chaque heure de la journée, et puis à midi, ils crachaient le jet d'eau tous ensemble. Voilà, c'était un mécanisme assez extraordinaire que Tianlong aimait beaucoup, mais le problème c'est que le climat de Pékin se prêtait très peu à ce genre de fontaine. Il n'y avait pas assez d'eau l'été et au printemps, donc en fait, à la fin du règne de Tianlong, les techniciens chargés de cette fontaine ne faisaient fonctionner la fontaine que lorsque l'empereur passait. Lorsqu'on savait qu'il allait se promener dans ce coin-là, on faisait marcher la fontaine, sinon elle ne marchait plus. Alors, ces palais ont été complètement décorés à l'intérieur par les peintres jésuites. Les palais occidentaux, nous n'avons pas trace de leur décoration. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient décorés en style occidental. Donc des meubles ont été importés, de France notamment. Des meubles ont été fabriqués dans le style occidental, mais ça, il ne nous en reste rien. Puisqu'on verra tout à l'heure, le palais a été complètement incendié. Par contre, Tianlong a fait construire aussi un pavillon, un petit palais, pour sa retraite, qui s'appelle le palais de la longévité tranquille, et le Zhuangqinzai, que vous avez ici, qui a été entièrement aussi décoré par les jésuites, mais comment dire, Castiglione, au moment où ce palais a été ouvert et était fonctionnel, était décédé. Alors, on s'interroge pour savoir si les peintures en trompe-l'œil qui sont dans ce palais étaient de sa main. Vous voyez sur le plafond une treille, et ce qui est très intéressant, là vous avez le lieu où se tenait l'empereur, c'est un kang, c'est une espèce d'estrade qui pouvait être chauffée par-dessous, sur laquelle on pouvait s'installer tranquillement. Et vous voyez qu'il y a une double cloison à gauche de l'image. Ça donne sur le jardin, et il y a il commençait à ce moment-là, à la fin du XVIIIe siècle, et les Chinois commençaient à connaître le verre, donc il y avait des vitres, et de l'autre côté, vous avez des peintures qui reproduisent les jardins qui sont sur la gauche. On a l'impression d'être, en fait, au milieu de la verdure des jardins, y compris par le plafond. Voilà, de ce côté-là, vous voyez la peinture qui est sur le mur, et on pense qu'elle est de la main de Castiglione. Il y a une image de grue qui ressemble très très fort au rouleau que je vous ai montré la dernière fois. Alors, Castiglione ne vivait plus, donc c'est très difficile de dire que c'était de sa main, mais on pense que les peintures qui étaient dans ce palais c'était des peintures en tiellio qui ont été réalisées par Castiglione, qui ont été déposées dans une autre partie des palais d'été. Il y avait 200 bâtiments à peu près, hein, donc il y avait un bâtiment qui était décoré par Castiglione, dont on a déposé les peintures pour les adapter au Zhuangqinzai. Alors, ce Zhuangqinzai, il a une particularité très touchante, c'est que Tianlong a voulu le faire décorer principalement
par les peintures de ses enfants. Et donc, tous les murs, vous voyez, sont en trompe-l'œil. On a tout sans arrêt l'impression de donner sur les jardins, même lorsqu'il s'agit de panneaux fermés. Tous les panneaux représentent des petits enfants, des scènes de la vie quotidienne. Celui de gauche, on est sûr qu'il est de la main de Castiglione, et le petit enfant qui est là doit être Giacomo, son successeur. Alors, nous abordons un autre thème qui va mettre les jésuites à contribution. Je vous rappelle qu'ils ont quand même pas loin de 70 ans à ce moment-là. Nous avons abordé le problème des reporters aux armées, des batailles la dernière fois, et vous avez vu que Castiglione et Attiré avaient peint des scènes de bataille, et aussi des portraits de guerriers. En fait, ces peintures, donc, elles étaient réalisées en 2 temps. Au moment des faits, les peintres, ils étaient présents, et ils donnaient de leur personne, et ils faisaient des esquisses et des dessins. Et puis, ensuite, ils présentaient à l'empereur des esquisses qui étaient validées par l'empereur, qui les faisait réaliser en rouleau. Et on a décidé de mettre tous ces tableaux de bataille et de portraits de guerriers connus dans un bâtiment spécial, le bâtiment de la Clarté pourpre, pour valoriser l'héroïsme des batailles. Mais Qianlong, qui était un grand communicateur, eut une autre idée. Il connaissait les gravures occidentale, et il a eu envie d'en faire réaliser sur ces batailles. Donc il s'agit d'une campagne contre les Zungars, qui est en fait Qianlong a combattu c'est les Ouïghours actuels, hein, une des tribus ouïghours, et à partir de ces batailles, c'est à ce moment-là que la région que nous connaissons actuellement, le Xinjiang, a été baptisée Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière, nouvelle région frontière. Voilà. Donc, il y avait une dizaine de batailles qu'il voulait valoriser, et il avait eu l'idée de faire fabriquer des gravures occidentales. Alors, revenons un peu sur le détail de ces batailles. Voilà, nous avons encore quelques dessins préparatoires qui sont conservés dans une université japonaise. C'était des esquisses avant peinture qui étaient proposées à Qianlong pour validation. Ce qui m'amuse dans cette image en noir et blanc, hein, c'est les étiquettes. Vous voyez des étiquettes qui sont collées. Ces étiquettes portent les noms de guerriers importants, notamment certains guerriers dont vous avez vu les portraits la dernière fois. Et l'idée, c'était qu'on allait peindre ces scènes de bataille sur de grands rouleaux, et qu'on peindrait en lettres d'or les noms des guerriers. Donc il fallait savoir quels étaient les guerriers qu'il fallait ainsi valoriser, et donc l'empereur devait approuver ces noms. Alors, ces esquisses préparatoires ont donné lieu à la peinture de grands rouleaux. Il y avait 16 grands rouleaux de 4 mètres sur 8. Donc vous imaginez la surface que ça occupait. Il ne nous en reste malheureusement que 2 morceaux. J'étais très contente de pouvoir récupérer cette image, elle est rare. C'est parce qu'il y a un morceau qui a été vendu en salle des ventes. Vous voyez, c'est un petit morceau, hein, c'est de 4 mètres sur 8, il reste 68 cm sur 1 mètre 5, c'est pas grand. Mais c'est intéressant parce que ça nous donne une idée des proportions. Les personnages étaient peints en assez grande taille pour qu'on puisse les identifier. Je pense en particulier à cet officier que vous voyez là, qui s'appelle Doubin, ou Doubine, je sais pas comment on dit, et qui a aussi son portrait dans le pavillon de la Clarté pourpre. Il est très reconnaissable, ce qui veut dire que il y avait une attention qui était apportée dans les rouleaux, en tout cas, au rendu des visages qui étaient identifiables.
Et puis il y avait le détail des chevaux. Vous voyez ici les chameaux et des chevaux en attelage qui traînent les canons. Bon, donc il y a eu cette peinture de très grands rouleaux par les peintres jésuites. Il y en avait 4 qui ont été employés, Castiglione, Attiré, Jean Damascène et Ignatius Sichelbart. Alors, par précaution, Tianlong a fait reproduire par des peintres chinois les rouleaux en question en petit format. Nettement plus petit. Hein, je retrouve le format. Voilà, 55 cm sur 90, donc c'est très petit, mais ça gardait une trace quand même. Donc là, les visages ne sont plus reconnaissables. Par contre, vous avez, ce qui est très intéressant, l'explication des batailles en chinois. Donc il y a eu ça, c'était plutôt une précaution, des peintres chinois renommés du reste, qui ont reproduit les grands rouleaux pour qu'on puisse en garder trace. Et puis là, Tianlong a eu l'idée de réaliser des gravures occidentales à partir de ces rouleaux. En fait, il avait vu notamment les gravures de Louis XIV. Louis XIV avait un système de propagande par la gravure déjà bien élaboré. Il y avait à la cour un atelier de calcographie. On faisait des gravures pour célébrer les victoires du roi, les grands événements, les possessions du roi, ses châteaux, etc. Et au début, les gravures étaient simplement distribuées pour propagande, donc Tianlong en a eu, et elles ont été ensuite vendues pour rentabiliser le dispositif. Et Tianlong trouvait que c'était très intéressant parce qu'en fait, c'était des gravures sur cuivre très fines et plus faciles à imprimer que les gravures chinoises sur bois qui étaient plus grossières. Il appréciait la finesse du travail et il avait vu aussi des gravures d'un Allemand qui s'appelle Rugendas, qui faisait des gravures de bataille extrêmement fines et dont il avait un jeu. Bon. Donc, que faire? Eh ben, Tianlong se dit qu'il allait commander en Europe, pas forcément en France d'ailleurs, en Europe, peut-être en Allemagne, puisqu'il y avait Rugendas, il allait commander des gravures pour célébrer ces batailles. Mais les jésuites sont intervenus et l'ont orienté vers la France. Alors, il faut savoir, les protagonistes de cette tractation, c'est que, d'une part, ça passait par les marchands Anne de Canton, dont nous avons déjà parlé à propos de la porcelaine, hein, le commerce avec la Chine ne passait que par la ville de Canton. C'est Castiglione qui avait été nommé responsable de l'organisation, et qui avait fait un courrier pour indiquer que l'empereur tenait absolument à ce que ces gravures soient exactement comme il les avait approuvées. Et puis vous avez Monsieur Bertin, Jean-François Bertin, qui était directeur de la Compagnie des Indes, et puis ministre. Il était aussi d'ailleurs ministre de l'Agriculture et s'intéressait beaucoup à l'agriculture de la Chine. C'était un admirateur averti de la Chine et un grand collectionneur. Donc il a eu toute sa vie des liens très étroits avec la Chine, et quel était le meilleur moyen d'avoir des liens avec la Chine? C'est d'établir une correspondance avec les jésuites de la cour. Donc les jésuites de la cour, qui écrivaient à Monsieur Bertin, qui recevaient des réponses, de l'aide, etc., ont orienté Tianlong vers la France. Monsieur Bertin a contacté Abel François Poisson, marquis de Marigny, qui est le frère de la Pompadour, et qui était alors directeur général des bâtiments du roi, directeur de l'Académie royale de peinture, de sculpture et de gravure. Et Monsieur Bertin a plaidé la cause de Tianlong en expliquant que là, il y avait un coup extraordinaire à jouer, qu'il fallait absolument répondre aux désirs de l'empereur. Il a convaincu le marquis de Marigny, qui en a parlé à Louis XV, et c'est devenu une affaire d'État, cette histoire des gravures, des batailles de Tianlong.
En 1765, Qianlong passa ainsi officiellement à Louis XV une commande exceptionnelle d'estampes de grand format, 70 cm sur 110, c'est énorme pour des estampes, qui sont connues sous le nom de suite de 16 estampes représentant les conquêtes de l'empereur de la Chine. La campagne avait été menée en 1755, donc il y a une deuxième campagne aussi en 1759. Donc il y a une distance temporelle déjà avant le début de la réalisation. Donc il avait comme base les rouleaux préparatoires des jésuites et il les a à nouveau mis à contribution en leur demandant de réaliser les dessins préparatoires aux gravures en s'inspirant des rouleaux. Et donc, ils se sont à nouveau mis au travail. Malheureusement, ça, nous n'en avons pas trace. Alors, la gravure, elle a été confiée à un graveur très célèbre à l'époque. C'est même une famille de graveurs. Là, c'est le fils, Charles-Nicolas Cochin, qui a été nommé responsable de ces gravures et qui a pris la chose extrêmement à cœur. Il a réuni une équipe de 8 graveurs, les meilleurs du royaume, et donc on s'est lancé dans ce travail d'estampes. Alors, c'est un travail mixte à l'eau forte et au burin. Ça veut dire que il y avait des stades intermédiaires où on utilisait la technique à l'eau forte, c'est-à-dire on met un vernis sur les plaques de cuivre, on fait le dessin sur ce vernis, on creuse légèrement et on épand de l'acide nitrique qui, en quelque sorte, va attaquer un peu le cuivre et donner une image du dessin. Ces dessins sont ensuite on nettoie la plaque et on reprend les dessins à la gravure. Donc il y a une alternance d'eau forte et de gravure. Chaque gravure a demandé 2 ans de travail. C'est énorme. Et donc, c'est un vrai chef-d'œuvre de la gravure française. Hein. C'est considéré comme tel. Donc, Cochin, qui était extrêmement tatillon, ponctuel et puis aussi précis, est intervenu assez lourdement dans la réalisation de ces gravures et il aurait même voulu s'y mettre un peu plus fortement. Voilà ce qu'il dit dans le document qui accompagne les gravures et qui raconte la manière dont elles ont été faites. Monsieur Cochin pensa d'abord qu'il fallait commencer par copier lui-même chacun de ses originaux afin d'oser y répandre plus de corrections de dessin. Plus de nature, plus d'expression dans les figures, plus de souplesse et de caractère dans les animaux, plus de nature dans le détail des draperies, plus d'effet dans les fuites, plus de perspective dans les ciels, comme dans les eaux et dans les rochers, plus d'amabilité dans les transitions d'un plan à l'autre. En un mot, cette intelligence et cette spiritualité qui met l'âme et l'esprit dans un ouvrage et lui fait donner le nom de sublime. Mais il se trouva gêné par l'empressement marqué par le décret de l'empereur lui-même. Castiglione, dans la lettre de commande, précise clairement que l'empereur a validé les dessins tels qu'ils étaient, donc il ne souhaite pas qu'ils soient modifiés. Mais on voit bien que quand on compare les tirages, on voit bien les apports qui ont été faits par Cochin, notamment dans les feuillages, les ciels et la perspective. C'est assez intéressant de voir qu'il ait pu être choqué justement par ce qui plaît aux Chinois, c'est-à-dire la perspective n'est pas importante pour les Chinois, mais la précision est très importante, donc même dans le lointain, on voit très très bien. C'était une rencontre culturelle aussi par l'intermédiaire de ces gravures. Il y a une espèce de hiatus entre les canons occidentaux et les canons orientaux, dont Cochin s'est senti un petit peu gêné. Donc, il y a 200 exemplaires de ces gravures qui vont être proposées à la Chine. Alors, je dois dire que en plus, les modèles sont arrivés dans 4 bateaux différents, par précaution, parce que si jamais il y avait un naufrage, il fallait pas recommencer tout le travail.
Donc c'était précieux, si vous voulez, à tout point de vue, y compris les modèles de départ, les dessins. Et bien sûr, à l'arrivée, on a livré 200 exemplaires, en 1775. Et Castiglione et Attiré étaient morts à l'époque. Ils sont morts en 66 et 68, respectivement. Donc, il y a 10 ans qui se sont écoulés entre le début et la fin de la réalisation de ces gravures. Je pense que c'est une relation au temps que nous ne connaissons plus actuellement. Si vous voulez mettre 10 ans pour réaliser un projet comme celui-là, ça demandait un souci du travail bien fait assez extraordinaire. Alors là, vous avez une image de la bataille d'Arcule, et ce qui est assez amusant, c'est sur la gauche, les chameaux avec les canons. Les chameaux qui apparemment étaient très utilisés dans l'armée. Voilà, un agrandissement de la bataille. Alors, particularité de cette bataille, il n'y a pas de Chinois blessés ou morts. Hein, c'est que les ennemis qui sont blessés ou morts dans ces scènes de bataille. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous plusieurs qui sont allés en Chine. Et je vous fais un petit rappel de ce que vous avez sans doute vu. Donc la porte du midi de la cité interdite, la porte Women, ce que vous voyez dans la photo du haut, il y a plein de touristes, donc vous avez dû certainement voir ça. Et je voulais vous montrer ce qui avait pu se passer à l'époque à la porte Women. Et vous avez en même temps une image de la réalisation par les peintres chinois de scènes pas de bataille, en l'occurrence c'est la fin de la bataille. L'empereur est assis dans une tribune et reçoit l'hommage de soldats qui lui ramènent des prisonniers, et également la tête de son ennemi, le chef Koja Huo Jidan. Je vous montre la gravure. Alors, regardez bien cette gravure. Là, c'est pas une... Enfin, pardon, excusez-moi. Regardez bien ce tableau. Ça, c'est un des petits tableaux peints par les Chinois. Hein. Vous avez les explications en chinois de la scène. Et voilà la gravure qui en a été tirée. Bien sûr, les explications chinois ont été retirées. Et j'ai encadré ici l'empereur, vous voyez, qui est dans une tribune très surélevée. Vous avez des soldats tout le long, dans une espèce de défilé. Ils sont armés, il y a des précautions. Hein. Quand on est en présence de l'empereur, on va pas mettre l'empereur directement en rapport avec les prisonniers. Et puis vous avez cette scène assez horrible où vous avez des mandarins agenouillés, et il y en a un qui montre à l'empereur la tête de Koja qu'il vient de retirer d'un chiffon, enfin d'un linge. Vous voyez sur cette gravure que les ciels ont été retravaillés, qu'il y a des ombres. En fait, il y a la main de Cochin qui a dû intervenir là-dedans. Bon. Alors, cette gravure-là, me semble intéressante parce que, en fait, les Chinois donc vont recevoir 200 gravures, 200 exemplaires de chaque gravure, hein, exécutés donc par les graveurs français, avec les plaques de cuivre originales et des outils d'impression. C'est-à-dire, on leur a carrément envoyé 2 presses à taille douce pour diffuser ces images en Chine. Et il y avait un problème qui se posait pour les Chinois, c'est que en France, les gravures, il y avait un petit livret explicatif pour dire qui avait fait ces batailles, comment, etc. Et puis, comment avaient été réalisées les gravures. Mais les Chinois comprenaient pas. Et ils avaient l'habitude d'écrire. Vous vous souvenez, sur les tableaux, de mettre des sceaux. Alors, voyez ici un exemplaire de tirage chinois, et là, il y a apposition d'une xylogravure sur la gravure sur cuivre. C'est-à-dire que les Chinois remettaient le texte en xylogravure comme ils en avaient l'habitude, pour que les spectateurs
connaissent le sens de la gravure, et vous avez évidemment le sceau toujours qui garantit l'exactitude de la réalisation. Mais on voit aussi que la gravure est nettement moins belle, parce que, eh bien, les Chinois ne savaient pas imprimer comme les Français, et donc les gravures chinoises sont souvent mal imprimées, elles sont nettement moins fines, moins bien faites. Alors, faisons un peu le point sur ces gravures. Je signale qu'il y a eu plusieurs expositions sur ces gravures, notamment il y en a eu une au Louvre, il y en a eu une un peu dans tous les pays d'Europe, parce que c'était quand même une réalisation à la fois atypique et extraordinaire. Par la taille, la finesse des gravures, le sujet. Alors, dans ce que je voulais vous montrer par ce schéma, c'est toutes les étapes que nous avons parcourues, c'est-à-dire en rouge, vous avez des peintures, il y a eu des peintures. Et malheureusement, c'est barré parce que ces peintures, elles ont complètement disparu. Donc les 16 rouleaux magnifiques qu'ont dû peindre les peintres jésuites en 4 sur 8 mètres, on ne les a plus. On n'a plus les dessins réduits qui ont servi de modèle. Et on a les gravures, bien sûr, et les gravures, elles ont connu leur vie, si j'ose dire. Donc, des commentaires de Tianlong ajoutés à la main sur certaines gravures, les plus précieuses actuellement, hein, et ces commentaires de Tianlong, donc, qui ont été repris en xylogravure et ajoutés sur des retirages chinois. Il n'y a pas eu, bien sûr, de retirage en France. La condition de Tianlong était expresse de ne pas garder trace des gravures, des tirages antérieurs, de ne pas retirer les gravures, et il en avait l'exclusivité. Alors, il a fait faire des gravures en Chine, aussi sur cuivre, pour compléter les batailles. Elles sont nettement moins bonnes, et elles sont aussi complètement différentes. Je n'entre pas dedans, parce que là, elles sont carrément dans la culture chinoise, et elles n'ont rien à voir avec l'Occident. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que en fait, les tirages d'essai, ils réapparaissent régulièrement. C'est-à-dire qu'il y avait interdiction de Tianlong de garder, tout devait être brûlé, mais bien évidemment, euh, c'était loin, il était loin Tianlong, donc, et le roi avait spécifié aussi qu'il fallait ne rien garder. Alors déjà, bon, le roi, Monsieur Bertin, Marigny, etc. Et eux, ils avaient leur jeu de gravure, hein, ils ont eu leur jeu de gravure. Et puis, les fabricants de ces gravures, les artistes, Masquelier, Lebas, et puis Cochin, bien sûr, ils ont eu aussi des jeux de gravure. Et puis, dans les tirages, ils ont été plus ou moins conservés, surtout que certains étaient très bons, très près de la solution finale, hein, puisqu'à chaque étape de la gravure, il y avait de nouveaux tirages pour vérifier, pour que Cochin puisse vérifier la qualité. Et il y a eu une réédition assez rapidement, puisque c'est en 1785, donc 10 ans après, il y a un autre graveur, Hellman, qui a eu l'idée de regraver ces gravures dans un petit format, 37 sur 50, et de les faire aquareller, relier, et de les vendre, bien entendu, et ça a été un énorme succès d'édition. Donc ces gravures d'Hellman, pour vous donner une petite idée, récemment, dans une salle des ventes, 70 000 € pour un exemplaire de ces gravures. Bon, évidemment, les autres gravures supervisées par Cochin, elles sont hors de prix, hein. Les particuliers ne peuvent pas les posséder, mais il y en a dans tous les grands musées actuellement. Il y en a à Berlin, il y en a à Londres, au British Museum, au Louvre, voilà. Alors, il y a eu d'autres projets d'échanges interculturels et artistiques entre Chinois et Français. À la même période, donc le roi était très sensibilisé à la Chine.
les artistes aussi. C'était la vogue de ce qu'on appelle les ornemanistes, c'est-à-dire des artistes qui aimaient les chinoiseries. Les chinoiseries, ce sont des dessins inspirés de dessins chinois. Je vous rappelle que la porcelaine circulait abondamment. Et qui décoraient les palais, les maisons, même particulières. Bon, c'était à la mode. La Chine était à la mode et les dessins chinois étaient à la mode. Vous avez là un dessin de Boucher dont nous allons parler actuellement. C'est la mode des chinoiseries jusqu'à la fin du siècle. Alors, Boucher, vous le connaissez plutôt pour ses tableaux un peu lestes, des oreillers de chair fraîche. Bon, mais donc, il était, comme Bertin, extrêmement collectionneur d'objets, de porcelaine et de peinture chinoise. Et donc, il a fait énormément de dessins inspirés de la Chine. Et puis, au même moment, il y a Jean-Baptiste Oudry, le directeur de la manufacture de Beauvais, qui voulait renouveler ce qu'on appelle la tenture chinoise. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais montré une image où on voyait des astronomes jésuites. Bon, c'est une des images de ce qu'on appelle la tenture chinoise, mais en fait, il y a plusieurs tapisseries qui font une tenture. Et bon, il fallait en vendre, donc il fallait renouveler les dessins. Donc Oudry s'est adressé à Jean-François Boucher, qui a fait une série de tableaux. Là, je vous montre le jardin chinois qui est assez charmant, avec cette jeune femme couronnée de fleurs, les servantes. Alors, il y a des objets chinois authentiques qui sont peints sur ce tableau, une espèce de bric-à-brac de vases, éventails, parasols. Ce sont les objets de la collection de Boucher qu'il insérait dans ses tableaux. Et il y avait des dessins de personnages qui étaient inspirés en fait des porcelaines qu'il possédait ou des tableaux qu'il possédait. Donc il a fait une série d'une dizaine de petits tableaux. Vous voyez, le format ici est tout petit, et à Beauvais, on a agrandi ces tableaux pour en faire des tapisseries sur la Chine. Alors, les sujets, c'est l'audience de l'empereur de Chine, le repas de l'empereur de Chine, le mariage chinois, la chasse chinoise, la pêche chinoise, le divertissement chinois, la curiosité chinoise, la danse chinoise, la foire chinoise et le jardin chinois que je vous ai montré. Alors, évidemment, on passe à un format très grand, d'un format tout petit du tableau à un format très grand, et vous voyez, les dessins sont inversés. De plus, le changement de format amène les lissiers à faire jouer aussi leur imagination. Donc, il y a des détails à ajouter et une petite transformation du tableau à la tapisserie. Mais donc toujours en correspondance avec les jésuites, Monsieur Bertin persuade le roi d'envoyer un jeu de cette tenture de l'empereur de Chine à l'empereur de Chine. Donc, on va réaliser un ensemble de ces tapisseries. On va les envoyer en Chine avec recommandation auprès des jésuites pour valoriser ces tapisseries auprès de l'empereur. Et l'empereur va énormément apprécier. D'après Michel Benoît, donc le jésuite Michel Benoît, il a été extrêmement content de ces tapisseries, il les trouvait très belles au point qu'il voulait construire un pavillon pour les accrocher. Mais cela n'arriva jamais à terme. Mais ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que quand on regarde ces tapisseries, on se demande vraiment ce que l'empereur de Chine pouvait en penser. Est-ce qu'il pouvait se reconnaître là-dedans? Voilà l'audience de l'empereur de Chine.
Alors, il y a une espèce toujours de bric-à-brac, vous voyez en bas à droite, d'objets qui venaient de la collection de Boucher. Alors, et puis vous avez un empereur avec des femmes à ses pieds, qui se penchent vers lui, enfin, proche de lui. Bon, on se prosterne bien sûr à ses pieds, mais c'est vraiment un Orient de pacotille, quoi. Il y a une coiffure de l'empereur qui ne correspond vraiment à rien. Et voilà, une véritable audience de l'empereur de Chine qui a été dessinée par des dessinateurs objectifs, puisque c'était les Anglais. En 1793, ils ont dessiné l'audience des ambassadeurs anglais, Mark Cartney et sa suite, auprès de l'empereur de Chine. Et vous voyez un petit garçon à genoux parce que en fait, ce gamin, il avait appris du chinois pendant la traversée sur le bateau, et il avait dit quelques mots, un compliment à l'empereur en chinois. L'empereur avait été charmé et lui avait remis une bourse avec des pierres précieuses. Donc il avait été très aimable. Sur le moment, il a été très aimable, et après, il a refusé tout lien avec l'Angleterre. Cette ambassade a été un échec. Bon, mais vous voyez, un milieu qui est uniquement masculin, bien évidemment, que c'est pas l'audience de l'empereur de Chine avec les femmes de l'empereur, c'est impensable. Et vous voyez, une austérité certaine, l'empereur domine, mais bon, ça reste tout à fait différent de Boucher. Et Boucher, pourtant, va avoir une influence sur la Chine. Nous allons voir un autre domaine. Voilà, à un moment donné, attiré, c'est dans les années 60, 1760, 1765, entre 1760 et 1765, attiré décide de présenter à Tianlong une technique qui vient de l'Est de la France et d'Allemagne aussi. C'est la technique des fixés sous verre. Alors, les fixés sous verre se faisaient au départ sur des miroirs, c'est le cas du fixé sous verre qui est à gauche. Les cadres ne sont pas du tout chinois, ils sont souvent anglais. Et on faisait recadrer ces fixés sous verre en Angleterre. Vous avez des thèmes charmants, notamment à droite, la bergère, vous voyez, alors il y a une sinisation des images, hein, c'est une bergère chinoise avec ses petits moutons. La sinisation est plus ou moins importante, mais alors attiré à travailler pendant 1 an sur les fixés sous verre. La technique, c'était peinture à l'huile au dos du verre, c'est-à-dire en fait la réalisation des fixés sous verre, ça se fait à l'envers. Au départ, c'était sur des miroirs, il y avait des parties qui étaient abîmées par le transport. Hein. Les Chinois ne faisaient pas de miroirs, ils importaient les miroirs, et dans le transport, il y avait du teint qui s'en allait, on grattait, et on peignait à l'huile les zones concernées, mais on les peignait à l'envers. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur un tableau à l'huile, vous faites le fond, puis les dessins de plus en plus fins. Là, il faut faire le contraire, puisque on peint, comment dire, l'envers du verre, et donc la démarche est inverse, ce qui est très difficile. Ça rend cette technique très difficile. Et il y a un rendu d'une très grande finesse. C'est protégé par le verre en plus, et ça devait vraiment plaire à Tianlong. Donc il a adoré, et écrit dans une lettre au marquis de Broissia qu'il pense avoir introduit en Chine une technique qui va plaire aux Européens. Effectivement, ça va donner lieu à toute une production populaire. Alors, relativement populaire, hein, là on est sur la gauche, vous avez encore un magnifique cadre là qui est digne de l'empereur, mais je voulais vous montrer à quel point on était dans les thèmes de Boucher, dont les gravures étaient diffusées en Chine. Hein. On trouve aussi ces scènes sur les assiettes. Le berger, la bergère, les petits moutons, bon, on est dans la pastorale, et donc Boucher est toujours présent. Vous avez un magnifique cadre anglais qui entoure ce fixé sous verre. Alors nous arrivons à la conclusion, qui est un petit peu triste, il faut bien le dire. Quel est le bilan de la présence des peintres jésuites en Chine?
Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de positifs dans cette rencontre. Il y a une belle rencontre intellectuelle et artistique qui s'est inscrite, il faut le dire, dans la sphère politique du pouvoir, et n'a pas réussi à en sortir. C'est-à-dire que l'apport des peintres jésuites va essentiellement être un apport à la cour de l'empereur. Dès qu'ils vont disparaître, comment dire, ça ne sera pas poursuivi par l'empereur suivant. Par contre, leur travail, ils ont formé des artistes qui vont eux-mêmes former des artistes, et ainsi de suite. Donc, un peu à la fois, ça va quand même diffuser, notamment dans une peinture populaire, disons, à destination aussi des touristes et puis des notables dans toute la Chine. Par contre, au plan religieux, on avait vu que leur projet, c'était de convaincre, de convertir les âmes. Et là, c'est un échec pour les peintres jésuites. Je ne vous ai pas parlé des problèmes religieux, ce n'était pas mon sujet, mais tout au long de leur carrière, le problème religieux s'est posé. C'est-à-dire, on a vu qu'au début, Kangxi avait donné une église aux jésuites, avait favorisé, du moins toléré, l'implantation du catholicisme. Mais le problème, c'est le pape. Le pape va jouer un rôle assez négatif dans l'affaire, parce que il y avait d'autres ordres religieux en Chine, notamment les dominicains, qui avaient indiqué au pape que les jésuites se permettaient des libertés avec la religion en tolérant des rites chinois, en se référant sans cesse à Confucius. Et donc le pape les a remis en place, si j'ose dire, en interdisant en 1715 les rites chinois. Ce qui avait fortement déplu à Kangxi, qui avait du coup interdit la célébration des rites catholiques. Et ça a continué, et donc l'empereur avait interdit la prédication chrétienne, mais elle continuait quand même sous le manteau. Et en 1744, Benoît XIV est revenu à la charge par une bulle, Omnium Sollicitudinum, et qui proscrit définitivement les rites non chrétiens, et en particulier, ce qui pour les Chinois était impensable, le culte des ancêtres. Donc là, c'est le signal d'une persécution très lourde des chrétiens. Les convertis, quelquefois il y avait dans les grandes familles des convertis, y compris à la cour, là tous leurs biens confisqués, ils étaient torturés, emprisonnés, enfin, ça a été vraiment de la persécution. Et Castiglione, fort courageusement d'ailleurs, est intervenu à 2 reprises auprès de l'empereur en lui donnant une lettre de demande d'indulgence pour les chrétiens, et qu'il a remis en main propre à l'empereur 2 fois, avec l'empereur Tianlong. Je crois qu'avec Yongzheng, ça aurait été beaucoup plus difficile. Mais avec Tianlong, il avait de très bons rapports, donc il avait peur, parce qu'il risquait sa tête, franchement. Donc Tianlong lui a répondu poliment qu'il allait examiner sa demande. Et les 2 fois, il a examiné la demande et puis il n'a donné aucune suite. Donc les persécutions ont continué. Et d'autre part, les rivalités avec les jésuites des autres ordres, qui les accusaient de ne s'intéresser qu'aux élites, alors que eux, disons, étaient sur le terrain vraiment des conversions. Et donc, en 1773, le pape a dissous l'ordre des jésuites. C'était juste après la mort de Castiglione et d'Athiré. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont été enterrés dans le petit cimetière de l'église des jésuites, mais ils n'ont pas vu la suppression de l'ordre par le pape. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pape a supprimé les jésuites, donc l'ordre n'existait plus, mais ceux qui étaient en Chine, ils y sont restés. Et ils sont restés jusqu'à la fin de leur vie, et puis ça s'est éteint comme ça. Ensuite, eh bien, nous avons eu un épisode particulièrement horrible au XIXe siècle, qui est le sac du palais d'été, la guerre de l'opium et le sac du palais d'été. Alors, c'est très violent. Comment ça s'est-il produit? Les Anglais, en particulier, étaient
extrêmement mécontents du déséquilibre de la balance commerciale avec la Chine. Les Anglais étaient gros consommateurs de thé et de porcelaine aussi, donc gros importateurs, mais les Chinois refusaient absolument d'importer des produits anglais. L'ambassade de Macartney a été éconduite, l'empereur a dit qu'il n'avait nullement besoin des technologies anglaises, mécontentant fortement les Anglais. Et les Anglais ont eu une idée. Ils ont décidé d'importer en Chine de l'opium des Indes. Et plus ou moins au début par contrebande. Au début, ils ont obtenu à un moment donné l'autorisation d'importer de l'opium. Et puis, en fait, la population a littéralement été intoxiquée par l'opium. Il y avait, les Anglais se sont comportés comme des narcotrafiquants. C'est-à-dire, il s'agissait de rendre les Chinois accros à l'opium. Ils pouvaient plus s'en passer. Et donc, on apportait des quantités extraordinaires d'opium. L'empereur, devant cela, a décidé d'interdire le commerce de l'opium et les Anglais ont décidé de faire la guerre à l'empereur. C'est la guerre de l'opium pour avoir le droit d'importer de l'opium en Chine. Et les Français, eux, se sont joints aux Anglais parce que ils voulaient qu'on puisse vivre librement la religion catholique et puis aussi, tant qu'à faire, importer les produits français en Chine. Ce qui n'avait, aussi bien les Français que les Anglais n'avaient jamais réussi à importer quoi que ce soit. Donc, cette guerre de l'opium il y a eu une expédition franco-anglaise menée par Lord Elgin pour les Anglais et le général Montauban pour les Français. On est sous le Second Empire à ce moment-là, et ils vont monter jusqu'à Pékin. Et en 1860, ils arrivent à Pékin et il y a ce qu'on appelle le sac du palais d'été. D'abord, pillage, c'est-à-dire qu'on va vider les pavillons du palais d'été de tous leurs trésors. Et puis ensuite, incendie, c'est-à-dire qu'on va dépecer, on va tout brûler. Les pavillons chinois étaient avec du bois essentiellement, ils vont brûler, tout a été brûlé sur l'ordre de Lord Elgin. Les Français ont pillé, les Anglais ont pillé et brûlé. Vous voyez une caricature de l'époque, là, où on voit la reine Victoria, l'empereur d'Autriche, le tsar de Russie, le dirigeant japonais, j'ignore l'identité, et puis vous avez... Alors, les Russes et les Français sont beaucoup mieux traités dans la caricature, c'est parce que tout bêtement, ils étaient alliés, et donc, bon, c'est un Français qui a fait cette caricature, et le Chinois au-dessus qui s'exclame qu'on est en train de dépecer la Chine. Alors, ce qui s'est passé là, c'est particulièrement affreux. Alors là, vous avez une gravure d'époque, elle n'est pas d'une qualité parfaite, mais je la montre quand même parce que elle est caractéristique. Vous avez des soldats qui se sont déguisés. Ils ont vidé il y avait des dressings en quelque sorte avec des habits précieux, des robes impériales, des fourrures précieuses, etc. Ils se sont déguisés, dansaient, ils ont fait pique-pendre dans ce palais parce que tout bêtement, les trésors que contenaient ces palais, les peintures, ça les intéressait pas du tout. Mais par exemple, il y avait des émaux, il y avait des pierres taillées, en fait, ils pouvaient pas les emporter. Et le problème, c'est qu'il fallait revenir en France sur les bateaux. Ils n'avaient pas le droit de prendre grand-chose. Et donc, ils se sont livrés à un véritable saccage, jouant aux boules avec des vases précieux. Voilà, c'est horrible ce qui s'est passé là. Alors, les généraux français ont laissé faire parce qu'ils étaient plus en mesure de retenir les soldats. Et les soldats français sont restés 2 jours, et puis les soldats anglais sont arrivés. Alors les Anglais, ils étaient beaucoup plus organisés. Ils avaient des charrettes, et ils mutualisaient les pillages, enfin, en principe. Hein. En principe, les soldats anglais n'avaient pas le droit de piller, mais ils devaient ramener les objets pris à l'ennemi, en quelque sorte, pour officiellement, on les partage ensuite.
mais évidemment, ils se sont également servis. Et voyez, il y a aussi des Chinois qui regardent. C'est que, en fait, Français et Anglais avaient recruté des coulis chinois et se sont étonnés de voir que les Chinois les aidaient à piller, mais aussi après à entrer dans Pékin. Mais en fait, c'est que les Chinois Han, du Sud, qui avaient été recrutés, en fait, considéraient les Mandchous comme des occupants. Et donc, pour eux, c'était une revanche, en quelque sorte. Il s'est passé quelque chose d'horrible, c'est que ils ont envoyé, les Anglais et les Français ont envoyé à l'empereur de Chine des émissaires avec un drapeau blanc. Et il y avait un groupe de ces émissaires, comment dire, parmi ces émissaires, il y avait aussi des gens curieux qui voulaient voir Pékin, qui voulaient voir la cité interdite, et donc qui ont suivi. Ils n'ont pas pu rentrer, ils sont restés à l'extérieur et ils ont été faits prisonniers. Et les Français et les Anglais, donc très inquiets pour leurs compatriotes, ont comment dire, on cherchait à les revoir. Donc on dit, on ne quittera pas les lieux tant que on n'aura pas revu nos émissaires. Et quand les émissaires sont arrivés, ils étaient dans un tel état, pas les deux officiels, mais les autres, ils étaient dans un tel état que il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été marqués à vie, ils ont été torturés horriblement, faits prisonniers, enfin, il y en a un qui est devenu fou, enfin, c'était affreux. Et donc, les Anglais et les Français ont été très choqués de cela, et c'est là-dessus que Lord Elgin a décidé l'incendie. À un moment donné, ils ont failli aussi incendier la cité interdite, mais ils ont décidé de n'incendier que le palais d'été par mesure de, comment dire, de rétorsion et pour frapper un coup majeur parce qu'ils savaient que l'empereur y tenait énormément. Voilà. Alors, voilà ce qui s'est passé pour les Français. Eh bien, des officiers ont ramené à l'empereur et à l'impératrice ce qu'ils avaient ils ont rassemblé du palais d'été, et donc vous avez une partie de ces œuvres d'art, notamment au château de Compiègne, au château de Fontainebleau, pardon, que il y en a aussi à Compiègne. Et l'impératrice Eugénie faisait visiter sa collection venue des héroïques soldats qui avaient combattu en Chine. Voilà. Et inutile de dire qu'on retrouve régulièrement aussi dans les salles des ventes des objets chinois. Si je reviens un peu en arrière, vous avez ici une tête de lapin, une tête de rat. Eh bien, vous en avez sans doute entendu parler, puis vous avez oublié, mais cette tête de lapin et cette tête de rat faisaient partie de la collection Yves Saint Laurent. Quand son ami Pierre Berger, après la mort d'Yves Saint Laurent, a mis en salle des ventes la collection, ces deux objets qui venaient de la fontaine conçue par Michel Benoît ont été mis en vente. Les Chinois ont voulu l'acheter et là, Pierre Berger s'y est opposé pour des raisons d'histoire de droits de l'homme. Il estimait que les Chinois ne respectaient pas suffisamment les droits de l'homme. Il a refusé de les vendre aux Chinois. Et puis, quelques mois après, on a appris que Pinault, milliardaire qui possède le Printemps et la Redoute, a racheté cette tête et qu'il en a fait cadeau à la Chine. Donc, il souhaitait bien sûr s'implanter en Chine. Voilà. Alors, la réception actuelle des peintres jésuites à la cour de Chine, on peut dire que ils sont très connus en Chine, très connus. On a fait des timbres avec les œuvres de Castiglione. Il y a même un feuilleton sur la vie de Castiglione, qui est une série qui passe à la télé chinoise. Il y a des reproductions de leurs œuvres qui sont vendues couramment pour décorer les appartements et les maisons. Donc, ils sont très connus, beaucoup moins en France. Peut-être trop exotique pour les Français pour apprécier cet art qui est quand même très différent du nôtre. Alors, si vous voulez, c'est dommage parce que ces peintres ont produit une œuvre considérable. Ils ont travaillé comme des fous
jusqu'à leur dernier soupir. Hein. Ils ont produit une œuvre considérable et dont il reste peu de choses. Parce que pendant le sac du Palais d'été, malheureusement, il y a des connaisseurs qui avaient dit à Elgin qu'il fallait récupérer les rouleaux, et Elgin a estimé qu'il fallait agir vite et qu'il n'avait pas le temps. Donc, tout a brûlé. Tout a brûlé. Il y a quand même des œuvres, alors qui étaient comme la cité interdite, elle n'a pas été pillée ni brûlée. Donc il y a des œuvres qui étaient encore dans la cité interdite. Il y avait des œuvres également dans le palais de Chengde qui était plus au nord et qui n'a pas été atteint par les forces françaises et anglaises. Donc on a des œuvres qui ont, comment dire, été transportées de grotte en grotte, et une grande partie d'entre elles ont atterri en Chine nationaliste à Taipei, oui, à Taïwan, et sont encore dans le musée de Taipei. Les Chinois réclament évidemment ces œuvres à Taïwan. Donc, mais des œuvres sont revenues aussi au musée de Pékin, au musée national de Pékin. Mais vous en avez aussi partout, parce que évidemment, ben, les Français, les Anglais, les officiers ont fait des dons aussi au musée Guimet, au British Museum, et ainsi de suite. Donc vous voyez, don de, et puis colonel un tel, ou voilà. Et puis aussi, on en trouve dans les salles des ventes, tout bêtement, on en trouve quelquefois dans les salles des ventes, et ils atteignent des prix astronomiques. Dernier point, Victor Hugo a écrit un texte là-dessus qui est très connu. Voilà, je vous lis quand même ce texte parce que il explique un peu le caractère choquant de ce qui s'est passé au XIXe siècle avec la Chine. Cette merveille, il parle du palais d'été, cette merveille a disparu. Un jour, 2 bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches. Ce que voyant, l'autre a rempli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des 2 bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des 2 bandits s'appellera la France et l'autre s'appellera l'Angleterre. L'Empire français a empoché la moitié de cette victoire, et il étale aujourd'hui, avec une sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du palais d'été. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce bulletin à la Chine spoliée. Je précise quand même que Victor Hugo a racheté des objets du palais d'été pour en décorer sa maison. Mais bon, enfin. Donc, en fait, nous avons beaucoup de traces qui ont imprégné aussi nos institutions artistiques européennes. Il faut dire que cet art n'a pas révolutionné la peinture chinoise. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte qu'il y avait à la même époque une quantité très importante de peintres chinois considérables. On a vu un tableau de Qintao, mais il y a également les 4 Wang. Enfin, il y a une quantité de peintres chinois très importants, et les peintres jésuites font partie de cette série, mais ils ont amené des techniques nouvelles, notamment la perspective, le modelé, la perspective à l'occidentale, le modelé, et tout en gardant la précision des peintres du Nord. Hein. On a en fait une synthèse entre les peintres du Nord de la Chine et la culture occidentale et la peinture du Sud. Voilà, donc c'est quelque chose de très important. Eh bien voilà, nous allons maintenant nous quitter, et je vous souhaite beaucoup de prolongation de cet exposé sur notre site. Hein. Vous y trouverez des liens avec les sites chinois notamment, mais aussi français, qui vous permettent de revoir les images si vous y intéressez, et de revoir les séries complètes. Aujourd'hui, nous avons parlé par exemple des gravures des batailles de Tianlong. Vous pouvez voir toute la série sur le site du musée du Louvre ou du British Museum. Voilà, et merci à Jacques Desremeaux pour la technique. Je vous souhaite
à tous beaucoup de bonheur avec ce tableau de Castiglione, des nombreux signes de bon augure, un de ses premiers tableaux.